Je savais vaguement qu'il s'agissait d'hommes et de femmes de pouvoir qui se réunissaient chaque année. Partout aux alentours, il y avait des policiers en uniforme ou en tenue de combat qui bouclaient les lieux. L'endroit était placé sous haute surveillance. J'ai eu la forte impression qu'il y avait quelque chose de louche là-dessous. Ces personnes se réunissent pour discuter et prendre des décisions. On se demande de quoi ils parlent et pourquoi, et dans quelle mesure les décisions qu'ils prennent influent sur le monde. Pourquoi la commission trilatérale, le CFR et le groupe Bilderberg sont-ils aussi opaques? J'ai tourné et retourné la question dans ma tête pour essayer de trouver une alternative aux théories de la conspiration, qui soupçonnent ces gens de comploter d'affreuses choses contre le reste de l'humanité. Et je pense que la réponse est qu'ils complotent effectivement des choses qu'ils ne tiennent pas à divulguer, pour la bonne raison que chacun a droit d'avoir des secrets. Pas question d'examiner leurs comptes ou leurs recherches. Il y a un aspect secret qui réside dans la nature même d'une organisation et qui veut qu'on ne divulgue pas grand-chose, même si c'est inoffensif. La peur est en grande partie inspirée par la jalousie. Les gens ordinaires n'ont d'ailleurs pas peur de nous. Mais les journalistes veulent vendre du papier. Et si pour ça il leur faut inventer une conspiration, ils n'hésitent guère. Les théoriciens de la conspiration dénoncent ces organisations qui dirigent le monde en secret. Mais ils incriminent aussi des institutions internationales comme les Nations Unies ou l'OTAN. La plupart des lobbies de droite de ce pays tendent à croire que les Nations Unies sont une organisation politico-militaire. Ils pensent qu'elles ont pour but de prendre le pouvoir par la force aux États-Unis afin d'établir un gouvernement mondial unique grâce à l'OTAN, leur bras armé. Le nouvel ordre mondial se décide ici, aux Nations Unies. C'est un gouvernement mondial. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Soit un peuple, une patrie, un chef. C'est par ces mots que Rudolf Hess a annoncé Adolf Hitler. C'est le rêve d'Hitler devenu réalité. C'est un cauchemar. C'est la pierre tombale de la souveraineté des nations. Les Nations Unies doivent tomber pour que la liberté vive. Les forces de la liberté étaient en pleine léthargie. Les Nations Unies leur offrent une nouvelle vie. Ces institutions jouent un rôle crucial dans notre quête d'un nouvel ordre mondial. Un ordre dans lequel aucune nation n'abandonnera une once de sa souveraineté. Un ordre qui sera caractérisé par la loi plutôt que par la force. La Première et la Seconde Guerre mondiale ont été déclenchées pour créer les Nations Unies. Elles font commerce de la guerre. Les guerres, comme les ponts, sont des constructions humaines. Le nouvel ordre mondial fait commerce de la guerre. Il crée des guerres pour pouvoir négocier la paix. Ce bâtiment n'aurait jamais pu voir le jour sans l'aide de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Il déclenche des événements comme les guerres et les attaques terroristes, les dévaluations et les krachs boursiers, pour que la population les appelle au secours. Et ensuite, ceux-là même qui sont secrètement responsables du problème proposent des solutions à la demande du peuple.
C'est l'un des leitmotifs des théoriciens de la conspiration. Ils vous diront à propos des Nations Unies, les Nations Unies sèment des foyers d'insurrection et d'opposition à travers le monde entier pour pouvoir intervenir et prendre le pouvoir. C'est un prétexte pour s'ingérer à l'étranger. Quand on entend ça, on peut penser que ce n'est pas entièrement dépourvu de bon sens, parce que ça s'est déjà vu. Mais on peut se dire aussi que tout ça entre un peu trop facilement dans les cases de la conspiration, et qu'il y existe peut-être une approche différente, un peu plus originale et sûrement plus édifiante. Les Nations Unies sont un faux problème. C'est une structure qu'on a longtemps montrée du doigt en disant « Regardez, c'est une menace ». Je crois malheureusement que les Nations Unies se sont avérées plus incompétentes que maléfiques. Jusqu'à récemment, on nous brandissait les Nations Unies sous le nez et pendant ce temps-là, tranquillement, l'Organisation mondiale du commerce fixait les règles du commerce international, tandis que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale dessinaient l'économie mondiale et dictaient leurs exigences aux pays en voie de développement. Tout cela au seul profit des grandes multinationales. On se dit alors qu'il y a eu beaucoup de battages autour des Nations Unies pour créer une diversion. Je crois que c'est l'un des Rothschild qui a dit un jour « Celui qui contrôle la monnaie d'une nation contrôle la nation ». Parce que lorsque vous contrôlez la planche à billets, lorsque vous contrôlez les devises, vous avez le pouvoir de dicter sa conduite au gouvernement qui réagit aux pressions financières. L'argent est roi. Quand le Fonds monétaire international prête de l'argent aux pays en voie de développement, il exige des garanties. Nous avons des forêts tropicales, bien, donnez-les-nous. Nous avons des minerais, bien, donnez-les-nous. Ils coupent les arbres en échange des aides financières. Les populations s'appauvrissent en remboursant les intérêts, et quand ils ne peuvent plus payer, on demande aux contribuables américains de mettre la main au porte-monnaie. Pour financer qui? Les mondialistes? Les Hitler en puissance? L'élite? Les Illuminati? C'est de la folie. Est-ce là le but ultime des Illuminati? Cherche-t-il à contrôler l'économie mondiale pour contrôler le monde? Des centaines d'antimondialistes essaient d'empêcher la Banque mondiale et le Fonds monétaire international de se réunir. À chaque coin de rue, les manifestants ont formé des chaînes humaines pour tenter d'empêcher les réunions d'avoir lieu. Les manifestants disent que le FMI et la Banque mondiale contribuent à l'appauvrissement mondial. Pourtant, les deux organisations ont pour ordre du jour d'étudier les moyens de réduire la dette des pays les plus pauvres. Les manifestations anti-FMI étaient une réaction à la globalisation du pouvoir et une rébellion à l'idée que la politique économique mondiale puisse être décidée par un petit groupe de gens qui servent leurs propres intérêts. C'est un peu la définition même d'une conspiration. On parle beaucoup des Nations Unies, de l'OTAN, de l'OMC, du FMI et de la Banque mondiale, mais ça ne sert à rien de se focaliser sur ces structures. Qu'on le veuille ou non, le phénomène continuera d'exister à travers les institutions actuelles ou de nouvelles institutions. Le vrai problème est de savoir pour qui travaillent ces organisations et quels intérêts elles servent. Quand on est privé de sa liberté, de sa famille, de son pays et de ses droits, on mène une vie d'esclave. Nous avons enfin une bonne visibilité de la situation. Nous disposons d'une courte fenêtre de tir pour mettre du sable dans l'engrenage.
Il faut que l'humanité prenne conscience de ce qui se trame, ce qu'elle n'a pas eu la capacité ou le désir de faire jusqu'à maintenant. Car si nous ne réagissons pas très vite, alors le nouvel ordre mondial deviendra une réalité. J'ai la certitude absolue que nous évoluons vers un nouvel ordre mondial, mais pas nécessairement celui que certains attendent. Grâce à la révolution de l'informatique et de l'Internet, nous sommes arrivés à un niveau d'évolution où la masse d'informations disponibles double chaque année, ce qui signifie qu'il faut s'attendre à des bouleversements de la société aussi spectaculaires qu'imprévisibles. Le peuple a toujours été contrôlé par une structure autoritaire. On pourrait argumenter qu'au cours des 50 dernières années, cette autorité s'est accrue, quoique de manière plus subtile. Mais elle a toujours existé. Alors, prétendre qu'il n'existe pas derrière une sorte de société secrète, aux vues mystiques, serait faire preuve d'un manque de réalisme. Je pense que la paranoïa a fait un grand nombre de victimes. Je fais la distinction entre la paranoïa et la recherche sur les conspirations, parce que les conspirations, elles, existent réellement. J'essayais de ne plus regarder. Mais je ne contrôlais plus mon corps. Cette chose m'a submergé. À cette époque, je savais que le ministère de la Défense surveillait les champs de blé de cette zone. Seul un petit nombre d'ovnis correspond à une activité extraterrestre. Activité extraterrestre, perte de contrôle de son corps, affaires étouffées, tout est réuni pour former une parfaite théorie du complot. La première fois que le monde est devenu hystérique à propos des ovnis fut à la suite des événements du 24 juin 1947. En survolant l'État de Washington, le pilote Kenneth Arnold a croisé 9 objets en forme de soucoupe, tout droit sortis des nuages et se dirigeant droit sur lui. Dans les journaux locaux, Arnold a expliqué comment ces soucoupes volantes ont zigzagué autour de son avion avant de disparaître dans les airs à une vitesse incroyable. Même si Arnold n'a pas pu identifier ce qu'il a vu, cette rencontre a permis de confirmer qu'il existe des choses inexplicables dans le ciel. Cela fait des siècles que les gens aperçoivent des ovnis. Par exemple, au Moyen-Âge, les gens voyaient des choses dans le ciel qu'ils ne pouvaient pas expliquer et qu'ils n'interprétaient pas comme des soucoupes volantes, puisqu'ils ne connaissaient pas l'espace. Au XIVe et XVe siècle, ces choses étaient perçues comme des épées flamboyantes ou des boucliers. Jusqu'en 1947, ces mystérieux objets volants étaient assimilés à des dirigeables, des avions expérimentaux ou à des ballons météo. Mais les soucoupes de Kenneth Arnold ont tout changé. Les autorités internationales ont pris ces histoires d'ovnis très au sérieux, puisque nous étions à l'époque en pleine guerre froide. Les tensions étaient très fortes entre la Russie et le monde occidental et les autorités considéraient ces objets volants comme des attaques potentielles. De même, en Grande-Bretagne, Winston Churchill se demandait si la menace extraterrestre était bien réelle. Dans une lettre privée, datée de 1952 et destinée à son secrétaire d'État, Churchill s'interrogeait « À quoi correspond toute cette histoire de soucoupe volante? Qu'est-ce que cela veut dire? Quelle est la vérité ?» Depuis la Seconde Guerre mondiale, le ministère de la Défense dément toute existence d'OVNI. Cependant, l'homologue britannique de l'agent Mulder prétend avoir trouvé la vérité, ou ce qui s'en rapproche le plus.
En entrant au ministère de la Défense, j'ai examiné les archives sur les ovnis et il apparaît clairement que depuis des décennies, des centaines d'ovnis sont répertoriés par le ministère chaque année. En me basant sur mes recherches officielles, je n'ai aucun doute sur le fait qu'un petit nombre des ovnis aperçus peut être associé à une activité extraterrestre. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Des objets ont été repérés dans notre espace aérien, volant à une vitesse incroyable et faisant des manœuvres impossibles à réaliser avec nos appareils. Selon Nick Pope, l'incident de la forêt de Rendlesham il y a 20 ans de cela est la rencontre la plus probable que la Grande-Bretagne ait faite avec des aliens. Bien que les images aient été reconstituées, les voix sont d'origine. Fin décembre 1980, une lumière étrange a été observée dans la forêt de Rendlesham dans le Suffolk, en Angleterre. Les membres de la base de l'OTAN située à Bentwaters ont pris en chasse cet ovni après qu'il se soit posé dans les arbres. Une patrouille de l'US Air Force est allée enquêter. Le chef de patrouille a vu l'engin métallique se poser. Il y avait des traces dans le sol. Un compteur Geiger leur a permis de mesurer la radioactivité. Les radiations étaient 10 fois supérieures à la normale. Seul le personnel militaire était au courant de cet incident. Le public n'a été informé qu'en 1983, lorsqu'un ancien garde de la base qui était présent cette nuit-là a tout raconté à la BBC. This thing came down, the red light over it, and sat there maybe 2 seconds. It was just a ball of light in the air, maybe 20 feet off the ground, 30 feet, and it dispersed in a multitude of colors. And they all seemed to fall on top of this thing. And before our eyes, it's almost indescribable, but there was a craft, an alien spacecraft. Des personnes ont vu des lumières dans le ciel, d'autres ont carrément vu un engin atterrir. Je réalise aujourd'hui qu'il s'agit d'un cas absolument extraordinaire. Cet événement est la plus importante preuve d'une explication extraterrestre à ce phénomène ovni. Cependant, le ministère de la Défense a une vision complètement différente. Pour eux, cet incident ne représentait en aucun cas une menace et ne nécessitait pas d'enquête. Mais le ministère ne nous explique pas ce qui s'est passé. Il existe différentes théories qui vont de manœuvres de l'OTAN à d'éventuels intrus martiens. Cela fait 20 ans que l'ufologue Jenny Randles enquête sur le sujet. Elle pense avoir percé le mystère de cette nuit-là. L'incident de la forêt de Rendlesham est très certainement l'enquête la plus complexe de ma carrière. C'est le cas le plus connu en Grande-Bretagne. Après la Deuxième Guerre mondiale, de nombreuses expériences secrètes y ont été menées. Pendant les années 70, un système radar super puissant a été expérimenté ici. Il envoyait des faisceaux d'énergie très puissants dans l'espace qui rebondissaient dans l'ionosphère. Malheureusement, on a découvert que ces faisceaux provoquaient des choses étranges dans l'atmosphère qui brillaient à cause des effets plasma des faisceaux. Et ceci causait de graves effets physiologiques sur les personnes s'en approchant de trop près. Il y a de grandes chances qu'une telle expérience ait été en cours au moment de cet incident et que ces personnes se soient retrouvées dans ce champ énergétique. Je suspecte le gouvernement d'avoir voulu étouffer cette affaire pour pouvoir cacher les conséquences gênantes de ce type de recherche. Mais Nick Pope n'est pas de cet avis. Il est persuadé que cet incident n'était pas une expérience militaire et qu'il comporte tous les signes d'un ovni.
2 semaines après cet incident, l'US Air Force a rédigé un rapport pour le ministère britannique de la Défense dans lequel les termes « incident d'OVNI » apparaissaient. Le gouvernement et l'armée ne mentent pas à la population. Pour les autorités, quoi qu'il se soit passé dans la forêt de Rendlesham, cela devait rester secret. We were threatened by the government agencies. They were not military people. We were interrogated. We met with some people, and the basic feeling and the basic thing they said to us is that no one will believe you, first off. So go on with your lives. Go about your lives. Live the most normal life you can, and forget it. If you make it hot under the collar for us, Uncle Sam supplies ample bullets, and bullets are cheap. And they didn't actually say they would kill us, but they actually put their point across that they would use force if necessary. Ainsi, le livre sur une rencontre britannique du 3e type demeure bel et bien fermé. Désert du Nevada, cœur de l'ufologie et berceau des théories de complot. Le lac Groom, à environ 130 km au nord-ouest de Las Vegas. De nombreux théoriciens pensent non seulement que le gouvernement connaît l'existence des aliens, mais également qu'ils travaillent à leur côté dans ce complexe militaire. Plus connue sous le nom de Zone 51, cette base recouvre plus de 6000 km². Elle est patrouillée par des gardes armés qui disposent du droit de tuer. L'accès au public est strictement interdit. La zone 51 a été créée en 1955. C'était un partenariat entre la CIA et le célèbre Martin Lockheed, créateur de l'avion espion U-2. La CIA voulait le tester à l'abri des regards indiscrets et développer des avions expérimentaux, les SR-71. La zone 51 était donc idéale puisqu'elle se trouve au milieu du désert. Donald Emory passe le plus clair de son temps à surveiller ce qui se passe autour de cette base. Cependant, il admet qu'il est très difficile de savoir ce qui se passe à l'intérieur. Ils ont mis 40 ans pour admettre qu'ils avaient bien un site à cet endroit. En 1995, ils ont déclaré l'existence d'une installation d'exploitation près du lac Groom, mais c'est la seule chose qu'ils aient dite. Bien que la zone 51 ne soit nommée sur aucune carte, elle apparaît clairement sur cette photo satellite russe. À cause de ce secret, les gens s'imaginent un tas de choses. Ils pensent que le gouvernement signe des échanges commerciaux ou technologiques avec les aliens qui sont arrivés sur le territoire américain en soucoupe. En 1996, un homme qui prétend avoir travaillé dans la zone 51 fait une déclaration à la BBC. Mieux encore, il affirme être entré dans un engin alien. The emotions, the feeling that I felt inside when I first entered the craft are quite different from what you'd expect. It's a very ominous feeling. A feeling as if you shouldn't be there. I know that sounds kind of corny, but that is truly how I felt. Le physicien Bob Lazar a déclaré à la BBC qu'il avait rejoint une équipe ultra secrète dont le but était de dupliquer les engins extraterrestres entreposés dans la zone 51. The propulsion system is quite exotic. It's a gravity propulsion system. There's no propeller, there's no jet exhaust, there's no obvious mode of propulsion. The first time I saw the disc fly, it lifted virtually silently off the ground. We're looking at something about 52 feet in diameter, just hovering silently in the air. It drifted over to the left, to the right, and then set back down. Pretty uneventful test, but it was quite impressive. Lazar n'a pas seulement dit avoir travaillé dans la zone 51. Il a également dit qu'il avait été transféré dans un site souterrain appelé S4. Ce site ultra secret serait situé sous la montagne.
Les engins aliens y seraient entreposés, ainsi que peut-être des corps extraterrestres. Je ne souhaite pas discréditer tout cela car je n'ai aucune preuve. Mais en me basant sur mes recherches, ce site correspond plus à une base aérienne qui permet de tester les armes à énergie qu'à un entrepôt d'extraterrestres. Ils vont certainement faire des rapports pour démentir tout cela afin que les gens changent de point de vue. Il y a clairement une conspiration puisque s'il ne s'agit que d'une base aérienne, ils doivent la garder secrète afin que nos ennemis éventuels ne connaissent pas son existence. Il n'est pas étonnant que des théories de complot sur les ovnis existent. Les ingrédients sont tous réunis. Secret au plus haut niveau, tests d'armes très avancés, énergie propulsée dans le ciel. Mais lorsque l'on parle d'activités extraterrestres dans ce paysage innocent, les explications rationnelles ne sont pas si faciles à trouver. Vidéo d'Oliver Castle, Wiltshire, 1989. Ce film controversé montre des objets étranges tournant à toute vitesse au-dessus d'un champ de blé. Et en dessous apparaissent des ensembles de cercles très complexes. Le physicien retraité Colin Andrews passe désormais son temps à enquêter sur ces cercles dans les cultures. Il est persuadé que ces formations ne sont pas le résultat d'une force de la nature. Il y a des choses qui sont difficiles à expliquer. D'un point de vue cellulaire, en pliant ces plantes de cette manière, elles devraient se casser. Mais ce n'est pas le cas. En 1983, Colin Andrews a marché dans ces formes étranges pour la première fois. Je conduisais en compagnie des officiers Andover et Petersfield, et sur ma gauche, j'ai aperçu ces cercles parfaits dans un champ de blé. Il a très vite découvert qu'il y en avait beaucoup d'autres. Cette nuit-là, j'ai commencé à enquêter en demandant au propriétaire du champ s'il avait des informations. Je suis également allé me renseigner chez les fermiers de la région, à la police et au ministère de la Défense. J'ai donc commencé à comprendre que ce champ n'était pas le seul, qu'il y en avait beaucoup d'autres, et que nous étions face à un grand mystère. Les dénicheurs de cercles du monde entier se rassemblent à Wiltshire chaque été dans l'espoir de percer ce mystère. On a remarqué qu'à travers le monde, ces cercles dans les champs de culture apparaissaient près des sites archéologiques, comme les cercles de pierre, les grands tumulus ou les pyramides. On pense que ces sites ont été construits sur des points d'énergie et les cercles de culture semblent avoir besoin de cette énergie. C'est un lien possible. J'ai vraiment le sentiment qu'il existe une autre forme d'intelligence. Je suis obligé d'utiliser ce terme. Alors, est-ce là l'empreinte d'une vie extraterrestre? Ces cercles ont une signification. C'est comme un message codé. Et le cercle est un symbole universel qui signifie tout. Des formes de vie intelligentes ont-elles parcouru des millions de kilomètres simplement pour piétiner du blé? Évidemment, il existe une autre explication. En général, on travaille en pleine nuit et on fait très attention en entrant dans le champ. On suit les traces faites par le tracteur. On ne marche pas sur les épis et on ne laisse pas d'empreintes de pied. À l'aide d'une corde et d'une planche de bois, les farceurs entament leur travail saisonnier. On travaille nos diagrammes avec une grande précision. On les prépare à l'avance sur papier afin de définir l'ordre de construction. Tout cela pour être sûr que tout le monde se trouve au bon endroit au bon moment.
On travaille vraiment en symbiose. À notre façon, on répond aux besoins des gens. Il y en a qui viennent juste en tant que touristes, histoire de voir ça de leurs propres yeux, et il y en a qui y croient vraiment. C'est un besoin intense pour eux. Ces personnes croient à ce complot et se demandent d'où viennent ces cercles. Dans les deux cas, notre but est uniquement de les faire rêver. Pendant l'été de l'an 2000, on a répertorié plus de 120 cercles rien que dans le sud de l'Angleterre, la plupart par des farceurs. Je pense qu'environ 80% des formes apparues dans la campagne anglaise ont été réalisées par des êtres humains. Par contre, il n'y a aucun doute sur le fait que 10 à 15% restent énigmatiques. S'il existe bien une autre forme de vie comme veut nous le faire croire ce théoricien, ces aliens ne laissent pas seulement leurs empreintes sur notre blé, mais également sur nos animaux. En septembre 1967, une chose très étrange s'est produite dans le Colorado. Ce fut le début de l'un des mystères les plus sinistres de l'ufologie, un phénomène qui ne trouva aucune explication rationnelle. Dans un journal local, le fermier Beryl Lewis a décrit comment l'un de ses meilleurs chevaux, Snippy, a été retrouvé mort et mutilé. Son cou avait été dépecé avec une telle précision qu'on aurait dit une opération chirurgicale. Un autre phénomène était très étrange. Les empreintes de Snippy s'arrêtaient à 30 mètres de l'endroit où il avait été retrouvé. Mais ce ne fut pas un cas isolé. Depuis les années 60 et surtout aux États-Unis, les fermiers et habitants de la campagne retrouvent régulièrement des animaux morts. Dans certaines parties du corps, comme les oreilles, le rectum ou le vagin, ont été enlevés avec précision. Un vrai travail de chirurgien. En l'espace de 47 ans, le nombre s'élève à des milliers de bêtes, rien qu'en Amérique du Nord, le Canada compris. Intriguée par ce mystère, la journaliste Linda Moulton-Howe enquête sur ces mystérieuses morts d'animaux depuis plus de 20 ans. J'ai interrogé plusieurs propriétaires de ranch victimes de mutilations sur leur bétail. Ils connaissent les conséquences des prédateurs et des maladies sur les bêtes. Certains ont même connu des sectes sataniques qui poignardaient leurs animaux. Mais ces mutilations n'ont rien à voir avec ça. Elles sont réalisées avec une telle précision que les gens se posent beaucoup de questions. Dans l'Utah, 14 bêtes du troupeau du fermier Eli Warnick ont été mutilées en l'espace de 5 ans. Il est persuadé que l'explication est paranormale. It's just a completely different deal, and people that think it's predators is not, they're just not living in the real world. They haven't seen enough to know what they're talking about. I think these cattle are immobilized, they're picked up, removed from our property. This operation is done somewhere else, and I think these cattle are brought back and left on site. Dans de nombreux cas, les fermiers affirment avoir vu des faisceaux de lumière mystérieux au niveau des lieux de mutilation. Pour ce témoin oculaire du Texas, c'est la preuve que les extraterrestres existent. I saw this big black cow laying down with its mouth, and I said, "My God, they got a cow. But what are they doing to it?" Pendant le premier mois de mes recherches, j'ai discuté avec des shérifs, des fermiers et des collègues journalistes. Ils m'ont tous dit la même chose. Je ne parlerai pas devant la caméra, mais voici ce que je sais. D'après leurs connaissances, ils m'ont confirmé que le gouvernement américain connaît l'existence d'entités biologiques extraterrestres depuis le milieu des années 50. Ils affirment que cette intelligence non humaine est en contact avec notre planète. Ces entités extraterrestres seraient les responsables de ces morts peu communes. Ainsi, un scénario commun à tous les complots surgit.
Les gens affirment que le gouvernement américain cache la vérité à la population sur ce qui se passe dans nos prairies. Je pense que la théorie du complot atteint son plus haut niveau. Le manque de preuves laisse à penser aux gens que les autorités savent ce qu'il se passe, mais qu'elles ne veulent rien dire. C'est exactement le sentiment qu'ont les personnes ayant vécu des expériences avec des extraterrestres. Il y a des milliers de personnes à travers le monde qui vivent des expériences avec cette autre forme de vie. Nous avons également l'impression que de nombreuses personnes pensent que les gouvernements veulent étouffer ce phénomène d'OVNI. Ils en savent beaucoup plus qu'ils ne le disent. Ce sont des experts. La rencontre de Diane et Peter Shepherd avec des aliens ressemble à des centaines d'autres à travers le monde. Un soir de l'été 1975, ils roulaient sur une route nationale près de Northampton lorsqu'une boule de lumière rouge est apparue dans le ciel, droit devant eux. Ils ont immédiatement garé la voiture sur le bas-côté. Diane prétend avoir été instantanément paralysée et se rappelle de peu de choses. Peter affirme que cette lumière a communiqué avec lui pendant plus de 40 minutes. Cette chose vivait, ce n'était pas un objet. C'était un être vivant. Cette boule de lumière a commencé par s'approcher de moi. Ensuite, elle m'a submergé. Cette chose connaissait tout de moi, tous mes secrets. Elle savait tout sur tout. Je respecte les personnes qui affirment avoir vu la preuve que les ovnis existent et je suis d'accord avec eux. Le terme ovni, dans sa stricte définition, existe. Par contre, je ne pense pas que leur expérience soit une preuve que ces aliens de l'espace viennent sur Terre. Malheureusement, la réalité de ces enquêtes montre bien qu'une telle expérience dépend de tellement de paramètres. Ces personnes sont encouragées par d'autres éléments. Elles ont certainement vu quelque chose qui les faisait penser à une telle vision. Mais leurs souhaits ont dépassé leur véritable vision. Diane et Peter sont persuadés au plus profond d'eux-mêmes avoir rencontré des ovnis. De plus, ils ne démordent pas de l'idée que le gouvernement a enquêté sur eux. Nous sommes un couple normal. Nous ne sommes pas paranoïaques. Un homme des services secrets nous a contactés. Évidemment, nous ne lui avons rien dit. Rien du tout. Ils savent déjà. On a gardé tout ça secret. Le gouvernement sait déjà. Lorsque nous avons posé la question au ministère de la Défense, ils ont répondu qu'aucun de leurs agents n'avait interrogé le couple, ni même ne les avait contactés. Les complots se sont-ils développés à cause de tels avis radicalement opposés? Concernant la soi-disant dissimulation faite par le gouvernement à propos des ovnis, je peux formellement dire qu'il n'y a aucun complot. Cela fait 15 ans que je travaille au ministère de la Défense, dont 3 années passées au bureau des ovnis, où je m'occupais de cela quotidiennement. Le gouvernement ne dissimule rien à la population. Il n'y a aucun complot. En l'absence de preuves concrètes de rencontres d'ovnis ou de dissimulation gouvernementale, quelle est la vérité sur le complot des ovnis? Nous vivons à une époque post-industrielle, post-religieuse et post-nucléaire. Je pense que les gens ont besoin de croire en quelque chose de nouveau. Ils ont trouvé cette sorte d'intervention divine à laquelle ils croient. Cela les change de ce qui se passe sur Terre. Le sujet d'une vie extraterrestre redonne de l'espoir aux gens. Ils pensent ainsi qu'il existe autre chose que la Terre, quelque chose de plus grand. Il est nécessaire d'ajouter que, depuis plus de 40 ans, les scientifiques émettent des signaux dans la galaxie dans l'espoir d'obtenir une réponse intelligente. Mais jusqu'à présent, personne n'a décroché le téléphone.